C'était une histoire qui pouvait effrayer à peu près tout le monde, parce que quand on dit à tout le monde ça va être passionnant, et ça va être quoi? Ça va être l'histoire des manchots sur la banquise. Ah oui, il se passe quoi? L'histoire des manchots sur la banquise. On s'est endetté, jusqu'à un point qui est devenu extrêmement compliqué pour nous, puisqu'on ne pouvait plus se payer, on ne pouvait plus payer l'équipe. On était prêt vraiment à céder la boîte, tellement on était vraiment désemparés dans cette situation financière qui était catastrophique. March of the Penguins, Lucia Kennedy, Darren. Thank you, Brassorpi, thank you. Luc était un scientifique, il avait fait plusieurs hivernages en Antarctique, connaissait très très bien l'Antarctique et le comportement animalier, notamment des manchots empereurs. Les empereurs n'ont absolument pas peur de nous, et je vais même vous donner un truc, comment faire venir un empereur à soi, c'est pas très compliqué. Vous mettre comme ça au milieu de la banquise, et ils s'approchent et ils viennent voir. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et de génial ici. D'ailleurs, il m'appelle. Et il est venu nous voir en nous proposant donc l'idée de faire un film sur la vie des manchots empereurs pour en faire un 52 minutes pour la télévision. On a été assez fascinés par ce que nous racontait Luc et on s'est dit mais finalement est-ce qu'il n'y a pas une manière de le raconter, donner une ambition supplémentaire à ce projet pour en faire un film de cinéma. Ce qui est certain, c'est qu'on ne mesurait certainement pas la difficulté qui allait être ce tournage et les conditions extrêmes dans lesquelles le tournage allait se dérouler. Et le tournage était prévu dès l'arrivée de l'équipe, de mémoire c'était au mois de novembre, et qui devait durer une année, puisque l'idée c'était de filmer toute l'année. C'était deux techniciens, notamment Laurent Chalet et Jérôme Maison, qui ont vraiment passé toute l'année sur place en Antarctique, et ils ont été pris par ces vents à un moment donné extrêmement violents, se sont perdus. Laurent est tombé dans une petite crevasse et s'est blessé, et voilà, on a eu très très peur pour eux, ça a été un moment très très compliqué. Oui. On a prévendu ce 52 minutes, c'était même 52 minutes, aux chaînes de télévision qui étaient France 3 et Canal+, qui nous permettaient d'avoir un minimum de moyens pour lancer une production, et notamment lancer l'équipe là-bas. À partir du moment où on a décidé d'en faire un film de cinéma, on s'est dit qu'il fallait tourner davantage, donc on a envoyé plus de pellicules, un peu plus de matériel, et on s'est dit naïvement, on envoie l'équipe et puis on arrivera bien à financer le coût du long métrage durant le tournage. Sauf qu'évidemment, le cinéma, ça se passe pas tout à fait comme ça. Les financements sont encadrés, il y a des partenaires à aller voir en amont du début du tournage, etc., etc. Ce que nous, à la fois, nous n'avions pas anticipé, et en même temps, nous n'avions pas le temps de le faire non plus, parce qu'il y avait cette opportunité, encore une fois, de passer à un instant très précis. Et donc, la difficulté pour nous a été que durant toute l'année de tournage, on pensait que cette histoire allait séduire beaucoup de partenaires, comme ça nous avait séduit. Et la réalité, c'est qu'en fait, et je peux le comprendre avec le recul, on était des producteurs débutants au cinéma. Luc Jacquet, c'était son premier film. C'était une histoire qui pouvait effrayer à peu près tout le monde, parce que quand on dit à tout le monde ça va être passionnant, et ça va être quoi? On nous dit ça va être l'histoire des manchots sur la banquise. Ah oui, il se passe quoi? L'histoire des manchots sur la banquise. Voilà, a priori, c'est pas une histoire qui séduit forcément tout le monde, qui peut donner la promesse d'un film qui pourrait être réussi et qui potentiellement pourrait avoir un succès. Paradoxalement, la chance qu'on a eue, c'est que ce film, de toute façon, l'équipe était bloquée là-bas, avec le matériel, avec la pellicule. Donc, on n'avait pas le choix que de poursuivre cette production. Donc, on s'est endetté, jusqu'à un point qui est devenu extrêmement compliqué pour nous, puisqu'on ne pouvait plus se payer, on ne pouvait plus payer l'équipe. En gros, c'est un film comme ça, c'est un film qui coûte un peu plus de 2 millions d'euros. Donc à ce moment-là, on n'a évidemment pas du tout les moyens. Donc on s'est retrouvé à un moment donné avec de tels problèmes d'argent qu'on a cherché même à revendre notre boîte. On était tellement endettés. Et puis ces dettes faisaient peur à tout le monde, et personne n'a souhaité reprendre la boîte. Mais on était prêt vraiment à céder la boîte, tellement on était vraiment désemparés dans cette situation financière qui était catastrophique. Quand l'équipe est revenue, avec les premiers rushs, on n'avait plus les moyens de développer ces bobines. Donc on a développé de mémoire, je crois, 2 ou 3 bobines simplement. Là, c'était un peu le choc, parce qu'on s'est rendu compte que la pellicule était abîmée par un choc vraisemblablement électromagnétique, qui fait qu'il a fallu restaurer les rushs pour pouvoir monter le film et avoir une image
correct. Donc ça a été un travail déjà très compliqué. Donc ça, c'était une mauvaise surprise. Mais on a réussi malgré tout à faire un petit montage de, je crois, 2-3 minutes qui montrait les premières images de ce que l'équipe avait tourné sur place et qui, je pense, naturellement et spontanément, voilà, a révélé quelque chose de sublime, de surprenant. Pareil, tout le monde nous a dit c'est super, c'est sympa, c'est formidable, mais bon, c'est pas pour moi, je suis pas sûr que ça puisse faire un film, je suis pas sûr que ça puisse intéresser le public, etc., etc. Jusqu'au jour où, après avoir vu, je crois, à peu près la majorité des partenaires du cinéma, des distributeurs au cinéma, un ami nous a dit « Mais est-ce que vous êtes allé voir les gens de chez Disney ?» Donc nous n'étions pas allés voir les gens de chez Disney, persuadés que, au regard du projet amateur qu'on développait, on s'est dit voilà, a priori c'est pas tellement, ça paraît pas tellement en phase. Et en fait, on a pris notre téléphone, on a appelé chez Disney. On a eu à l'époque Jean-François Camiri qui dirigeait Disney en France et qui, à notre grande surprise, nous a pris au téléphone, nous a reçus, nous a permis à Emmanuel et moi, mon associé, de lui présenter le projet. Donc nous, on n'avait rien à perdre et on a tout donné pour présenter ce projet. Je me souviens que Emmanuel, mon associé, s'est même mis à mimer les manchots pour essayer de raconter ça avec un maximum de passion et d'énergie. Et Jean-François a été très à l'écoute à ce moment-là. Spontanément, immédiatement, on nous a dit « Mais moi, je trouve que c'est une histoire formidable. Je pense que c'est une histoire qui peut intéresser le public. J'ai envie de vous accompagner. » Et donc là, on est un peu tombé de notre chaise. On s'est dit « Mais ça paraît assez improbable qu'une entreprise comme Disney puisse s'intéresser encore une fois à ce projet. » À l'époque, le studio était associé en France avec Gaumont, donc c'était Gaumont Buena Vista. Du côté de chez Gaumont, ça n'avait pas convaincu tout le monde. Donc finalement, on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau, puisque a priori, ça ne pouvait pas se faire comme Jean-François l'avait imaginé. Donc Jean-François nous a fait une proposition en disant « Mais si je ne peux pas le faire côté français, je vais aller voir côté américain, à Burbank, à Los Angeles, et essayer de convaincre le studio d'en faire un film Disney. » Et donc là, on est reparti, parce que ça met du temps. Donc nous, pendant tout ce temps, évidemment, on s'endette, voilà, c'est vraiment très compliqué. Voilà, les dirigeants du studio ont lu le projet, et puis on a eu un retour, je crois, je sais pas, au bout de 2 mois. On nous a dit, c'est sympa, mais voilà, c'est pas assez fort pour eux. Et donc finalement, on s'est retrouvé au point de départ avec, a priori, Disney qui ne pouvait pas nous suivre, malgré, encore une fois, la volonté et l'enthousiasme de Jean-François. Et là, il y a eu un espèce de retournement de situation totalement indépendant de nous, puisqu'à ce moment-là, le studio Disney a décidé de ne plus être associé sur la France pour la distribution des films avec Gaumont, et donc Jean-François reprenait une forme de liberté éditoriale et de choix de production qui lui permettait de décider seul des films français qu'il avait envie d'accompagner en distribution et en coproduction. Donc, rebondissement. Et donc, à partir de là, on a pu poursuivre notre aventure avec Jean-François Camiri et Disney et essayer de trouver ensuite les autres partenaires pour le film, mais parce que c'est la base pour un film de cinéma, c'est d'abord de trouver évidemment le distributeur. Donc à partir du moment où on avait un distributeur, et pas des moindres, on a pu ensuite convaincre les autres partenaires. On se disait, voilà, on va sortir le film, c'est un documentaire animalier, on fera quelques entrées et on sera déjà super content de ça. À aucun moment on se dit, ça va être un succès. On se dit, on va faire le film, mais on se dit pas, ça va être un succès. Et là, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. C'est-à-dire qu'on réalise, parce que Jean-François Camiri nous l'explique, que voilà, le premier jour qu'on fait est une très belle première journée. Je crois que de mémoire, on fait 47 000 entrées le premier jour, ce qui est beaucoup dans l'absolu et énorme pour un documentaire, et énorme pour ce documentaire. Voilà. Et le film a une carrière en France assez incroyable, qui nous amène jusqu'à 2 millions d'entrées, ce qui évidemment était totalement exceptionnel et inenvisageable pour nous à ce moment-là. En gros, ce qui était prévu, c'est 2 salles à New York et 2 salles à Los Angeles. Toute petite sortie. Et je me souviens, le premier week-end, pareil, on a des retours des chiffres, où les 4 salles dans lesquelles le film était sorti sont pleines. Et donc, il commence tout d'un coup, pareil, on a quelques échos des Américains, « Ah, c'est bien, 4 salles sont pleines, etc. La semaine prochaine, je ne sais plus, il y en aura 8. Puis la semaine d'après, les 8 sont pleines. Ah super, et puis
Et c'est monté comme ça, très très vite. Et ça a été un raz-de-marée aux États-Unis. Je crois qu'il y a eu jusqu'à plus de 3000 copies sur le territoire américain. Et ça devient un phénomène aux États-Unis. Mais quand je dis un phénomène, c'est March of the Penguins, raconté par Morgan Freeman. Ça devient un phénomène encore plus important que celui que ça a pu être en France. Et donc, c'est un retentissement énorme. Et ça devient, à l'époque, le premier film français de l'histoire du cinéma qui fait autant de box-office aux États-Unis et qui dépasse le film Le Cinquième Élément, qui avait été un succès immense aux États-Unis, mais La Marche de l'Empereur passe au-dessus. Donc c'était encore une fois impensable. Le budget global du film, c'est 2,6 millions. En box-office, le film a généré 128 millions de dollars. Voilà, c'est improbable. Mais c'est pas ce qu'on a gagné. J'aimerais bien, mais c'est beaucoup plus complexe que ça et les bénéfices ne sont pas ceux-là, bien sûr. Et puis arrivent les présélections des Oscars, fin 2005. On nous dit qu'on est dans la shortlist. Donc ça nous paraît insensé. Insensé. Donc on se retrouve dans la shortlist, puis dans les finalistes, dans les 4-5, je ne sais plus, sélectionnés comme pour l'Oscar du meilleur documentaire. Donc il y a une grosse campagne Oscar, puisque notre distributeur Warner aux États-Unis fait un travail formidable aussi, puisque c'est le jeu aux États-Unis, il y a des campagnes Oscar très, très importantes, et compte tenu du succès du film, Warner joue le jeu de la campagne Oscar, donc Luc Jacquet, le réalisateur, fait une grosse tournée aussi là-bas pour aller présenter le film. On va aux Oscars, et puis on se retrouve dans la salle du Kodak Theater. Charlize Theron ouvre l'enveloppe et nous appelle sur scène pour nous remettre l'Oscar. Voilà. Enfin, c'est quelque chose qui était totalement insensé. C'était insensé. Je pense que notre ténacité, notre détermination, le fait de ne pas lâcher et de se battre coûte que coûte pour réussir à montrer quelque chose, a permis ensuite de convaincre ses partenaires. Encore une fois, quand on fait ce film, on ne fait pas ce film pour faire un succès, on fait ce film parce qu'on pense que c'est intéressant de le faire. Et donc tout ce qui a suivi, encore une fois, à la sortie du film et tout le succès que le film a eu, c'est un phénomène qui nous dépasse. Si le public s'est déplacé aussi nombreux, c'est parce que je pense que cette histoire, finalement, racontait quelque chose d'universel. Les manchots, ils sont autant français, américains que japonais. Donc finalement, tout le monde peut s'identifier à ces manchots, qui sont des animaux assez fascinants, sur deux pattes, qui tiennent droit, qui tiennent debout, et qui luttent pour survivre. Et c'est une histoire familiale. Et donc, c'est universel et intemporel. C'est ce qui, peut-être, a expliqué un petit peu aussi le succès de ce film. Moi, je pense qu'on ne se dit pas on fait un film pour le succès. Ou alors, on est sûr de se planter. Alors après, il y a toujours des contre-exemples, bien sûr. Mais je pense que c'est tellement difficile de faire un film. C'est tellement difficile. Ça demande tellement de... Enfin, tout est tellement fragile, tout le temps. De l'écriture jusqu'à la sortie. Ça repose tellement sur le fil. Il y a tellement d'incertitudes. Et encore une fois, statistiquement et la probabilité, on a plus de chances de se planter que de réussir. Il faut faire le film parce qu'on y croit, parce qu'on pense que c'est pertinent, parce qu'on pense que c'est intéressant. Puis après, voilà, essayer de façonner le film le mieux qu'on puisse. Et après, c'est le public qui décide, de toute façon.